Bonjour à toutes et à tous. Alors après cette table ronde très touchante, on va partir sur un tout autre registre. Et puis c'est aussi ça, la diversité de TOGAP finalement, de parler de sujets qui peuvent être très différents les uns des autres. Et donc cette table ronde va aujourd'hui parler de femmes et d'action. Moi, je suis Anne-Sophie Nomblot, je suis la présidente du réseau SNCF Mixité, donc le réseau qui, comme son nom l'indique, vise à faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes au sein du groupe SNCF. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors, j'ai à mes côtés Béatrice Lestic. Vous êtes secrétaire nationale de la CFDT, membre de la commission exécutive en charge de l'égalité femmes-hommes, la mixité et l'égalité professionnelle. Éric Lallier, vous êtes PDG de Lenovo France. Et Daniel Cabor, vous êtes délégué du personnel et membre du réseau BNP Paribas Mixity. Alors, cette table ronde a pour titre Femmes et Action. Je vous propose qu'en guise d'introduction, est-ce que vous voulez bien nous partager les actions que vous meniez en matière de mixité dans chacune de vos organisations? Peut-être Madame Cabor d'abord? Ouais, ça marche, je pense. Ça marche là? Parfait, très bien. Bonjour. Alors, écoutez, donc... un peu plus proche. Pardon. Voilà, donc j'ai un mandat syndical et je suis au bureau de Mixity France. Et je dois dire que comment s'appelle ce qui nous drive quand on arrive dans un mandat syndical ou qu'on prend un rôle dans un bureau Mixity, c'est l'action. Ce sont les points communs, c'est qu'on a envie le point commun des deux, c'est qu'on a envie d'agir, d'être présente pour les collaboratrices. Moi, j'ai commencé d'abord par une action syndicale qui était effectivement une action, j'ai envie de dire, tout azimut. Il n'y a pas que l'égalité homme-femme. Et au sein du syndicat dans lequel j'étais, il y avait une équipe qui s'était formée, qui s'était spécialisée dans l'accompagnement des femmes, dans l'égalité homme-femme. Et je suis entrée dans cette équipe avec enthousiasme, ce qui m'a permis effectivement de rencontrer énormément de femmes qui, à un moment de leur carrière, se posaient la question de savoir si elles étaient bien traitées, maltraitées, quel était leur niveau de salaire, est-ce que leur carrière avançait ou pas. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces femmes. Et je me suis dit à un moment, mais finalement, lorsque je suis avec ces femmes, qu'est-ce que je fais? Je fais de la réparation. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui arrivent, qui ont déjà un problème ou qui ont constaté qu'elles n'étaient pas forcément en phase ou au bon endroit par rapport à ce qu'elles espéraient de leur carrière. Et ce que proposait le syndicalisme, en l'occurrence, c'était de réparer une situation qui s'avérait être insatisfaisante. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, réparer, c'est bien, mais c'est comme tout, il vaut mieux anticiper et gérer. Et je me suis tournée, en fait, vers Mixity. Et là, j'ai effectivement découvert que dans ces réseaux sociaux, on a les moyens d'anticiper, de gérer, parce que finalement, c'est quoi le problème d'une femme? Ah, pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Parce que finalement, ce qu'on constate, c'est que les femmes ne gèrent pas leur carrière. Or, les réseaux vous donnent tous ces outils pour vous permettre de les gérer. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la prévention, et c'est très important, la prévention, c'est mieux que la guérison. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est que d'un côté, au niveau du syndicalisme, on répare, et au niveau des réseaux sociaux, on anticipe. Pardon? J'ai dit quoi? D'accord, excusez-moi. Voilà, on gère et on anticipe une situation de façon à ce qu'elle n'arrive pas, en fait. Voilà. Merci. Alors, Madame Lestic, vous avez peut-être envie de réagir d'ailleurs là-dessus. Et c'est quoi déjà le rôle de la commission confédérale à la CFDT? Comment ça marche? Alors, la CFDT, elle est dotée depuis plus de 50 ans d'une commission confédérale femmes qui a pour objet et pour mission d'éclairer l'organisation sur les questions d'égalité femmes-hommes et d'égalité professionnelle, de proposer des revendications, de veiller à la mixité dans l'organisation,
et d'essayer d'élaborer la doctrine de la CFDT en matière en tout cas de participer à l'élaboration de la doctrine CFDT en matière d'égalité professionnelle. C'est en ça que j'ai un petit désaccord avec l'interlocutrice précédente, parce que s'il est vrai qu'il nous arrive de réparer des situations, évidemment, le cœur de notre job, c'est justement d'essayer d'éviter que ces situations ne se produisent. C'est tout l'objet du combat syndical que de créer, d'avoir des revendications, de mener les négociations, éventuellement, ou les luttes, pour que ces revendications aboutissent et que donc on n'ait pas trop de réparations à faire. Et dans l'histoire du syndicalisme, même si on n'est pas encore arrivé, ça va sans dire, mais dans l'histoire du syndicalisme, c'est plutôt ça, la dynamique. Merci. Donc, il y a peut-être une différence entre les syndicats catégoriels et puis les syndicats qui sont plus transverses de ce point de vue-là. Alors là, je ne sais pas, parce que je comprends je comprends exactement ce que vous me dites, effectivement, puisque les syndicats, négocient des accords, et effectivement, dans ces accords, il y a des actions en faveur de l'égalité homme-femme. Tout à fait d'accord. Ça, je ne remettrai pas ça en cause. Mais ce dont je vous parle, moi, c'est de l'action au quotidien, c'est-à-dire que je reçois des femmes qui arrivent dans une situation, alors je dirais pas de détresse toujours, mais vraiment où elles s'interrogent, elles se posent des questions, à un moment où il y a une prise de conscience, mais finalement, est-ce que je gagne bien ma vie? Finalement, est-ce que ma carrière est arrivée avec les compétences que j'ai, est-ce que j'ai la carrière que je mérite? Voilà. Et donc, moi, dans ces cas-là, effectivement, grâce aux accords, on est bien d'accord, grâce aux accords et à toutes ces mesures qui ont été négociées, je répare. C'est-à-dire que je vais aller rechercher des actions qui vont faire... Bon. Mais j'ai envie de dire, c'est très bien, c'est comme pour le médecin, c'est bien qu'il guérisse. Mais il faut bien aussi qu'il y ait de la prévention. Et la prévention, pour moi, aujourd'hui, j'ai bien peur qu'elle ne soit pas entre les mains du syndicalisme. Voilà. Merci, merci pour ces avis. Bon, on va continuer, hein. C'est pas fini. C'est pas fini. Éric Lallier, donc vous êtes PDG de Lenovo. Est-ce que vous voulez nous dire en quelques mots les actions que vous menez en matière de mixité dans votre entreprise? Oui, bien sûr. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de me donner l'opportunité d'être parmi vous cet après-midi. Je suis très content de parler de ces sujets juste après la table ronde précédente où on va essayer, c'est ce qu'on se disait avant de démarrer, d'être peut-être un peu plus léger, même si les thèmes sont très importants. Je pense que ce sera facile d'être plus léger. Pour vous parler de Lenovo, j'espère que vous connaissez toutes et tous Lenovo, en tout cas, j'espère. Et j'ai essayé parce que ça démarrait vraiment vite sur la partie syndicalisme et actions liées au syndicalisme. Et comment démarrer mon intervention en essayant de rebondir sur ce que vous venez de dire. On ne parle pas de réparation chez Lenovo, on ne parle pas de ce genre de choses. Et peut-être parce que ça fait partie des valeurs de l'entreprise dans laquelle j'ai la chance de travailler. Et la mixité est quelque chose qui existe, pas depuis hier, mais depuis plus de 20 ans maintenant, avec un certain nombre d'objectifs. Et avant les objectifs, je pense que ça doit faire partie des valeurs de l'entreprise ou de l'ADN de l'entreprise, peu importe les termes qu'on emploie. Mais dans la société dans laquelle j'ai la chance de travailler, qui est une société multinationale, on est dans 180 pays, on est 80 000 personnes aujourd'hui, et ça fait vraiment partie des valeurs de l'entreprise. Et donc, comme ça fait partie des valeurs de l'entreprise, il faut avoir un certain nombre d'objectifs et d'atteindre la mixité parfaite. Et c'est les objectifs que l'on a. Et c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. Alors après, il y a des moyens. Le syndicalisme peut être un moyen, les objectifs, mais le management, ou en tout cas la tête de l'entreprise, n'a pas besoin d'être convaincu ou doit être évidemment convaincu ou doit être motrice pour faire en sorte qu'on réalise ces objectifs. Et aujourd'hui, quand on regarde en termes de réalisation, hein, il faut toujours mettre des chiffres quand même derrière ce dont on parle. Enfin, moi, j'aime bien. Aujourd'hui, on a dans le monde entier 36% de femmes chez Lenovo. Alors, vous me direz, c'est pas assez, on n'est pas à 50, effectivement, c'est l'objectif, mais dans le monde de la tech, on est plutôt bien positionné. Et si on regarde l'entreprise française, ou en tout cas la filiale française que j'ai la chance de représenter, aujourd'hui, on est à 40%. Et par rapport à mes différents concurrents, on est assez satisfait de ce résultat, c'est jamais assez. Évidemment, on a l'objectif d'atteindre les 50%. Alors, j'ai toujours
des objectifs très ambitieux pour la fin de l'année. On va avoir du mal à y être, mais si on y est fin d'année prochaine, on y sera. Et après, il y a un certain nombre de moyens, les réseaux, dont c'est le thème aujourd'hui, qu'ils soient internes ou externes, ou la partie syndicalisme, évidemment, pour la réparation, mais je pense pas que, sont effectivement un certain nombre de moyens à disposition. Et si on en est là aujourd'hui chez Lenovo, mais c'est peut-être après dans les discussions qu'on doit avoir, c'est grâce et à cause des réseaux internes, des réseaux externes surtout, parce qu'aujourd'hui, on s'enrichit énormément avec les réseaux externes, mais je vais peut-être donner la parole avant de continuer sur cette partie-là après. Ouais, je vais y venir, merci pour cette transition. Donc, les réseaux féminins, dont certains sont devenus des réseaux mixité, c'est le cas d'ailleurs, je crois, chez Lenovo, c'est le cas aussi à SNCF, on est passé de SNCF au féminin à SNCF mixité. Ils prennent des formes diverses, en discutant avec certaines d'entre vous, je m'en suis rendu compte. Parfois, ils sont intégrés à des directions d'entreprise, rattachés à la DRH, au directeur de l'entreprise, à la direction RSE, etc. Tantôt, ils sont parfois plus sous forme associative. Parfois, ils se positionnent comme des laboratoires, des apporteurs d'idées, parfois comme des contre-pouvoirs pour pointer les insuffisances des politiques égalité ou des politiques publiques. Et là-dessus, la question que j'ai envie de vous poser, c'est d'après votre expérience, quel est ou quels sont finalement les rôles des réseaux féminins et mixité et comment est-ce qu'ils ont évolué? Vous aviez commencé, donc je vous propose de poursuivre. D'accord. Ben, en fait, c'est quelque chose qui a démarré, je le disais, il y a presque 20 ans maintenant en France. Et quand on dirige une entreprise, ou en tout cas quand on mène une entreprise, pour lancer un sujet quel qu'il soit, et la mixité en est vraiment là, ou la diversité de genre, mais pas uniquement, c'est important, je pense, de créer un espace où les gens vont être libres de penser, libres de s'exprimer, de proposer des choses, et ensuite leur donner les moyens de mettre en place l'ensemble de la créativité ou des actions qu'ils ont pu décider ensemble. Et c'est comme ça que le premier réseau Women in Lenovo Leadership a pris naissance au sein de Lenovo. Et puis, il s'appelait Think L en France. Et puis, il est devenu Lenovo Hall, qui existe évidemment aujourd'hui et qui est vraiment partie intégrante de toutes les valeurs que l'on représente, nous, en tant qu'individus dans la société Lenovo en France. Et ça, c'est un réseau qui est un réseau en interne, donc qui est basé sur le volontariat, et avec qui, en tout cas moi, en tant que responsable de la filiale française, je leur donne toute possibilité, tout pouvoir, et d'ailleurs, je suis très admiratif sur l'ensemble des idées qu'ils peuvent avoir sur tous les termes concernant, ou les actions concernant la diversité et l'inclusion, mais pas uniquement. Et ça, c'est un réseau interne qui, encore une fois, qui est né il y a une vingtaine d'années, qui s'est développé et qui s'est connecté et interconnecté avec des réseaux externes, parce que en interne, entre nous, pardonnez-moi l'expression, mais on fait vite le tour peut-être. Et en externe, et c'est là où on va parler d'intelligence collective, de partage, ou en tout cas d'enrichissement et personnel et collectif, ce qu'apportent les réseaux, ou en tout cas la connexion dans les réseaux à l'extérieur. Alors j'en citerai un que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, c'est le Cercle Interrel, avec qui il y a un fort partenariat technologique pour les 16 ou 17 peut-être maintenant entreprises du monde de la technologie qui font partie de ce réseau. Et à travers ce réseau, moi j'en sors toujours grandi à chaque fois que j'ai la possibilité de discuter ou en tout cas de participer à des actions. Il y a vraiment une créativité, il y a vraiment des propositions. Comme des propositions, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais je vais sauter sur le sujet, comme qu'est-ce que l'on fait pour éviter d'avoir, et c'est vraiment un sujet actuel, d'avoir une intelligence artificielle sexiste. Et croyez-moi, et on en entend parler, on est content d'en entendre parler maintenant à l'extérieur, c'est vraiment un vrai sujet. Et ça, c'est quelque chose qui a démarré non pas en interne chez Lenovo, même si il y a beaucoup d'activités en interne chez Lenovo, mais qui s'est interconnecté avec le Cercle Interrel pour que ce soit général sur l'ensemble des sociétés de la tech. Et ça fait partie des initiatives, et on en est tellement fiers en tant que Français dans une société internationale comme la nôtre, que ce soit une initiative française, parce que c'est quelque chose qui a démarré il y a 3 ou 4 ans à travers le réseau interne Lenovo Hall, et qui est monté, c'est assez rare dans le type de société dans lequel je suis, c'est plutôt dans le sens descendant, mais qui est une initiative franco-française qui a été validée par le board de Lenovo, qui a signé cette charte pour faire en sorte que la diversité de genre, mais pas uniquement, l'inclusion dans le sens général, soit vraiment inclus dans
le développement, la réflexion, la mise en place des solutions, des produits, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un des apports d'un réseau interne interconnecté avec des réseaux externes en termes d'initiative. Merci beaucoup. Et vous, Madame Lestic, quel regard vous portez sur la naissance des réseaux, sur leur évolution dans le temps? Mais nous, on n'est pas défavorable au réseau de femmes ou au réseau féminin. On pense juste qu'on a des missions complémentaires. Ça a été très bien expliqué par mon prédécesseur. Effectivement, c'est extrêmement intéressant d'avoir des réseaux qui s'emparent de la question des stéréotypes de genre dans l'intelligence artificielle, par exemple, et qui se disent peut-être que là, il faut qu'on soit vigilant. Ceci étant, les syndicalistes travaillent aussi sur ces questions-là. Ce qu'on a observé quand même au tout début des réseaux, alors je pense que ça a évolué, c'est que c'était essentiellement des réseaux de femmes dirigeantes. Que le gros des inégalités femmes-hommes, certes, ils s'expriment évidemment assez fortement au sommet de la pyramide, mais la grosse masse des inégalités, c'est en bas de la pyramide qu'on la trouve. Et que ces réseaux-là, sans doute que les choses évoluent aujourd'hui, et ces réseaux-là étaient d'abord des réseaux, d'ailleurs, celui qui a été cité, étaient des réseaux de leadership. Et c'est très bien. Enfin, nous, on défend le fait que l'égalité, ça se construit. L'idée, c'est de prendre un peu en tenaille, c'est-à-dire que par l'exemplarité du haut de la pyramide et en travaillant sur ce qui se passe à la base, si je peux m'exprimer ainsi. Or, on voit que ça, c'est assez peu pris en compte jusqu'à présent par les réseaux féminins parce qu'elles sont plutôt sur des idées de trajectoire individuelle, ce qui est, encore une fois, pas du tout un problème pour nous. C'est juste que ça ne suffira pas pour régler les problèmes d'égalité entre les femmes et les hommes et les problèmes d'égalité professionnelle, certainement pas. Et que donc, on a des rôles complémentaires et que par ailleurs, quand on parle de négociation collective, les réseaux ne sont pas habilités à faire de la négociation collective. La négociation collective, c'est le boulot des organisations syndicales. C'est donc à elles de s'emparer du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on est, moi qui suis responsable de cette question pour la CFDT, est-ce qu'aujourd'hui, on est totalement satisfait de la prise en charge de ce sujet par toutes les équipes syndicales? Non. Est-ce qu'on a encore du travail à faire? Oui. Mais néanmoins, c'est un sujet qui progresse aussi dans le monde syndical et qui est de plus en plus pris en charge par les équipes syndicales. Merci beaucoup. Et vous, Madame Cabor, quelle est votre vision du rôle des réseaux? Alors, donc moi, je parlerai du réseau que je connais, c'est celui de mon entreprise. Effectivement, il a commencé, il a été initié par les femmes, par des femmes cadres qui effectivement étaient peut-être, entre guillemets, plus que les autres, concernées par le plateau de verre, par les diplômes de haut niveau, pas forcément aussi bien payés que les hommes, les carrières. Effectivement, oui, ça a commencé comme ça. Bien que ça commence d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Mais maintenant, nous sommes de plus en plus au sein de... Alors déjà, comment dire, le réseau Mixity BNP Paribas s'est énormément développé à l'international. Pratiquement toutes les filiales et toutes les structures du groupe ont un réseau Mixity et qui n'est plus qu'un réseau de cadres. Tous les niveaux, entre guillemets, les cadres, les non-cadres, sont invités et participent de plus en plus à Mixity. Donc, c'est une évolution. Vous avez raison, hein, mais c'est en marche et ça marche très, très bien, d'autant plus que désormais, notre réseau est gratuit, donc il n'y a plus de problème de revenus, de quoi que ce soit. Et de toute façon, il y a aussi une prise de conscience que même si on n'est pas cadre, quoi que ce soit, on peut quand même faire carrière dans l'entreprise et donc se doter des éléments ou des relations qui nous permettent d'avancer. Merci. Donc, en matière d'égalité femmes-hommes, on voit il y a différents types d'acteurs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, les directions d'entreprise ou d'établissements publics, les DRH, les organisations syndicales. Et puis, on l'a dit, depuis quelques dizaines d'années, les réseaux féminins et mixité.
Tu le disais tout à l'heure, Nathalie, de plus en plus, les réseaux participent à la rédaction des politiques publiques et influent sur les propositions de loi en matière d'égalité, par exemple. Alors, la question, c'est comment est-ce que tout ça s'articule Est-ce que vous voulez commencer, Madame Kaba ? J'aimerais bien que cela soit le cas. Alors, je sais qu'au sein de mon entreprise, il n'y a pas vraiment de communication entre les syndicats et les réseaux, et c'est bien dommage, parce qu'on a tous des choses, on a des expériences à échanger, on a des choses à dire, on n'a pas forcément effectivement les mêmes visions, et donc il serait plus riche effectivement que les syndicats s'organisent, ou en tout cas aillent contacter les réseaux pour avoir de l'information et éventuellement, et permettre d'avoir des éléments de négociation, alors je dirais pas plus pertinents, mais plus variés et plus riches lorsqu'ils sont effectivement en face des directions générales et qu'ils négocient un accord. Oui, bien sûr, ça serait très, très bien. Mais dans mon entreprise aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ok, merci. Monsieur Lallier ? Je suis d'accord avec vous sur l'aspect négociation salariale et ainsi de suite. Donc, ça ne peut être fait que par les organisations syndicales. Après, moi, ce que j'attends des réseaux, et c'est plutôt ce qui marche bien, je trouve, c'est être force de proposition, oui, avoir des idées. Donc ça, c'est quand même une nécessité. Et puis, il y a aussi une notion de créativité, d'ouverture. Je ne dis pas que les syndicats n'ont pas d'ouverture, hein. C'est pas ce que je voulais dire. Non, bien sûr, on n'a pas du tout pensé ça une seconde. Pas du tout. Donc ça, c'est une partie force de proposition. Et puis ensuite, je dirais plutôt, c'est effectivement ce que vous mentionniez, l'aspect législatif, mise en place, négociation. Oui, bien évidemment. Mais après, je dirais que les deux marchent très bien ensemble à partir du moment, c'est toujours pareil, à partir du moment où le management ou la direction de la société avance dans le même sens, comme toujours. Si effectivement tout le monde avance dans un sens différent, bah, il y a des tensions, des contre-pouvoirs, comme on dit. Mais j'ai cette chance de faire en sorte que à peu près tout le monde avance dans le même sens. Donc, c'est un plaisir de négocier avec les organisations syndicales. J'ai une question spécifique d'ailleurs pour vous là-dessus, Madame Lestic. Donc, on l'a vu, Sophie Binet est depuis le week-end dernier à la tête de la CGT. Elle est très impliquée dans les sujets d'égalité femmes-hommes parce qu'elle était au sein de l'équivalent de votre commission. Elle était aussi un membre du HCE, etc. À la CFDT, il y avait une femme depuis 1992, si je me trompe pas. Nicole Notat a pris la direction du syndicat à cette époque. La question que j'ai envie de vous poser là-dessus, c'est est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait des femmes dans les réseaux féminins ou à la tête des syndicats, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que les syndicats est-ce que le dialogue social était basé sur des codes masculins? Oui, clairement. Parce que quand on négociait dans les entreprises, dans les branches et au niveau interprofessionnel, il y a encore 30 ans, il n'y avait que des hommes autour de la table, des deux côtés de la table, côté direction comme côté syndicat. Donc évidemment que vous étiez sur des formes de négociation et parfois des contenus de négociation qui véhiculent du stéréotype de genre, évidemment. Et que donc l'accès de femmes à des postes de responsabilité des deux côtés de la table, c'est-à-dire du côté des directions comme du côté des négociatrices, ça amène évidemment d'autres aspects qui ne rentraient pas du tout dans le scope des négociations il y a encore 30 ans. Ça, c'est vrai. Est-ce que ça résout tous les problèmes? Non. Parce que d'abord, c'est vrai que la CFDT a eu une femme secrétaire générale en 1992, Nicole Notat, on était assez fiers. Mais elle était plutôt, cette époque-là, les femmes, elles arrivaient à ce type de poste en ayant quasiment des comportements masculins, parce que sinon, c'était pas possible. Faut se dire quand même les choses. C'était quand même une bagarre d'arriver à la tête d'une organisation comme la CFDT. Et donc, elle a porté des choses, Nicole, notamment, par exemple, la reconnaissance du harcèlement sexuel. Elle l'a fortement porté et fait inscrire dans la loi. Mais est-ce qu'elle a emmené l'organisation sur des travaux féministes? Elle a essayé, mais sans rien de comparable avec ce qu'on peut observer aujourd'hui. Elle a peut-être donné une impulsion. Dans les entreprises, il faut rappeler qu'on est un contre-pouvoir, hein, les organisations syndicales, c'est ça que nous sommes. Hein. Et qu'il y a une confrontation des logiques dans une entreprise. Et que peu importe qu'on ait une femme ou un homme en face de nous, il y a des logiques économiques
qu'il faut que, quand on porte des revendications sur l'égalité professionnelle, ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Parce que faire l'égalité professionnelle dans une entreprise, ça coûte cher. Et qu'on ait une femme en responsabilité ou un homme, c'est la même réalité. Donc, oui, elle porte sans doute plus fortement des positionnements et de la compréhension des sujets qui concernent les femmes. Mais pour autant, moi, je peux vous citer plein d'entreprises où des femmes sont à la tête des entreprises et on a encore beaucoup de chemin à faire en termes d'égalité professionnelle. Donc, ce n'est pas une garantie absolue. Enfin, on peut se dire qu'on parle sans doute un peu le même langage, on peut se comprendre sans doute mieux. Mais voilà, chacun est aussi dans ses fonctions. Et ce n'est pas parce qu'on a une femme à la tête d'une organisation ou d'une entreprise que forcément on va vivre dans le meilleur des mondes pour ce qui concerne l'égalité professionnelle en tout cas. Merci. Au-delà de la cause qui servent, la forme des réseaux est souvent assez atypique. Vous l'avez dit tout à l'heure pour celui de Lenovo. Chez SNCF, par exemple, c'est un réseau qui est basé sur le volontariat, qui est transverse et hiérarchique, où chacun et chacune peut apporter des idées, contribuer à des projets qui l'intéressent, que ce soit les tenues professionnelles, la lutte contre le sexisme, des modules d'intervention scolaire, etc. D'ailleurs, nous, on le voit dans notre baromètre interne, les personnes les plus engagées dans le réseau mixité, c'est aussi celles qui sont le plus engagées dans l'entreprise, sans que je sois capable de dire dans quel sens fonctionne le lien de causalité. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans le fonctionnement des réseaux? Qu'est-ce que vous en retenez sur ce qui marche bien et comment est-ce qu'ils doivent évoluer selon vous? Peut-être Monsieur Lallier d'abord? Oui. C'est intéressant ce que vous venez de dire, je voulais juste rebondir. Effectivement, à partir du moment où on pense que la diversité ou la mixité, c'est source de performance, ça ne résout pas tout parce que les contraintes restent les mêmes. Bien, c'est juste une parenthèse que je voulais faire. Juste sur les réseaux, évidemment, moi, en tout cas, je l'ai déjà dit, mais ce qui est important, c'est l'intelligence collective, c'est le partage. Évidemment, apprendre des uns des autres. Et c'est pour ça que moi, j'adore aller dans des réunions comme celle-ci aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on discutera après parce que j'apprends toujours quelque chose. J'écoute évidemment des autres. Et c'est ce qui se passe dans les réseaux. Et c'est ce qu'il faut vraiment encourager parce que, évidemment, seul, on n'arrive pas à grand-chose. Mais tous ensemble, on a des choses à apprendre, à partager et on s'éduque. Et l'intelligence collective est vraiment une solution pour demain. Et si on se projette dans le futur, il y a des sujets quand même, en tout cas dans le monde de la tech dans lequel je suis, qui sont quand même extrêmement importants, qui sont l'intelligence artificielle, on l'a mentionné précédemment, et puis la continuité de la mise en place d'une mixité parfaite. Encore une fois, source de performance parce que c'est vraiment le vecteur que l'on utilise et dans lequel on croit. Et c'est ce que doivent nous apporter les réseaux d'aujourd'hui ou en tout cas les réflexions pour demain. Merci. Madame Cabor? Écoutez, moi, ce que je pense, l'intérêt vraiment fondamental des réseaux, c'est le développement individuel. Parce que c'est une démarche que chaque personne, enfin, cette personne qui va dans un réseau, elle vient chercher quelque chose pour elle-même. Donc, pour moi, c'est très, très important et c'est presque le plus important. Les femmes doivent réaliser qu'une carrière, ça se gère, que les réseaux sont là pour leur donner des outils qui leur permettent de gérer leur carrière et puis d'être autonome dans cet aspect des choses. Et puis après, effectivement, il y a ce réseau qui, pour moi, a beaucoup de pouvoir parce qu'il a énormément d'abord beaucoup d'adhérentes de plus en plus, et puis beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges. Moi, je suis très, très, j'ai été presque fascinée par la richesse des interventions des femmes qui gèrent ces réseaux, les idées l'énergie. Je veux dire, toutes ces personnes travaillent en dehors de leurs horaires de travail, le midi, le soir, pour promouvoir cette intelligence collective et féminine. Et donc, je ne vois pas comment ces réseaux, à un moment ou à un autre, ne devraient pas être des forces, vraiment de très belles forces de proposition
au niveau de l'entreprise et même à l'extérieur, parce qu'il y a une énergie qui est dépensée et qui est gratuite et qui est pour le bien de tous, qui est vraiment pour moi extraordinaire. Et donc, voilà, je suis extrêmement admirative. J'en profite pour le dire, mesdames. Je suis admirative de l'énergie, de l'action et de tout ce que les femmes au sein des réseaux peuvent produire pour s'entraider et pour nous permettre à toutes de grandir et d'arriver à nos objectifs. Voilà. Merci. Je crois pas que j'espère en tout cas que les réseaux ne servent pas que des objectifs individuels. Je pense qu'aussi ils construisent du plaidoyer collectif. C'est pour ça, moi, je n'oppose pas du tout, encore une fois, organisation syndicale et rôle des organisations syndicales et des réseaux. Sans doute que vous avez raison, on peut y trouver une satisfaction individuelle. Et dans le syndicalisme aussi, je vous le confirme. Mais je pense que l'intérêt des réseaux, c'est bien construire des plaidoyers, de faire du lobbying, par exemple, interne ou externe. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et que vous n'êtes pas la seule, apparemment. Je suis tout à fait d'accord. Je n'osais le dire, mais oui, ce sont des forces. Et donc, voilà, moi, je voulais juste dire que tout ça n'est pas contradictoire, que de la créativité, il y en a aussi dans les organisations syndicales, figurez-vous, que les organisations syndicales fonctionnent aussi en réseau, et notamment en réseau international. Et que donc, voilà, je pense que l'objectif étant, en tout cas l'ambition étant commune sur ces sujets-là, il n'y a aucune raison qu'on soit dans une espèce de guerre d'influence ou je ne sais pas quoi. Ah, mais pas du tout. Chacun pouvant apporter ce qu'il a apporté. Mais voilà, il y a un rôle des organisations syndicales qui est défini par la loi, enfin, je ne refais pas tout, et qui est la négociation collective, et ça leur appartient. Non, ce que je voulais vraiment dire, c'est que ça commence par un engagement personnel. Voilà. Et après, il y a une dynamique qui se met en place et qui fait que vous avez un réseau qui devient puissant et qui, effectivement, je suis absolument d'accord avec vous, doit devenir, alors pas un groupe de pression, mais un peu peut-être, voilà, qui puisse effectivement intervenir auprès de l'entreprise dans laquelle il est situé pour lui donner des informations, de la créativité, des idées et permettre effectivement que les choses avancent. Et je suis absolument d'accord avec vous, et c'est ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas assez de communication entre les syndicats et les réseaux. Et je regrette, moi, aujourd'hui, que les syndicats n'aient pas, enfin, de mon point de vue, je ne parle pas de la CFDT, je parle pas de... Voilà, ils ne sont pas allés vers les réseaux. Ça n'a pas été une démarche qui a été faite en disant finalement, moi, je suis investi d'un pouvoir de négociation au plus haut niveau. Mesdames, que pourriez-vous me dire? Quels seraient les éléments qui pourraient me permettre, mesdames, en l'occurrence, quand on parle de l'égalité homme-femme, qui pourraient me permettre d'arriver auprès de la direction générale et de dire, voilà, moi, j'ai des gens qui m'ont dit que ce qui est important pour elles, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas négocier ça? Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Moi, je crois que ça se fait. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Moi, je viens à contrario d'une entreprise où les militantes engagées de la CFDT et d'autres syndicats d'ailleurs, engagés syndicalement, sont aussi membres des réseaux internes féminins. Et donc, je pense que je ne suis pas certaine que les syndicats aient méprisé les réseaux. Ou en tout cas qu'ils les aient mis à distance. D'ailleurs, je suis là. Donc, sinon, je ne serais pas venue. Et merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir nos trois intervenants aujourd'hui. Je pense que c'était intéressant d'avoir des éclairages différents sur un sujet commun. J'en profite pour remercier aussi Françoise Belay, Catherine Ladouce et Nathalie Pile qui m'ont aidé à préparer cette table ronde en amont. Et je propose qu'on laisse du temps pour les questions parce que j'ai entendu la salle bruisser pendant les différentes interventions. Donc, j'imagine que vous avez des choses à dire. Donc, je vous propose de vous écouter, poser vos questions pendant les quelques minutes qui restent. Oui, merci Agnès Bricard. Je n'ai pas entendu la différence entre un réseau vertical comme BNP Mixité et un réseau transversal comme De Gap.
Et j'aimerais bien avoir votre avis, justement. En l'occurrence, je ne connais pas le réseau de BNP, donc je ne saurais pas répondre sur ce sujet particulier. Moi, je vais répondre du coup pour SNCF, qui est celui que je connais bien. Pour SNCF, c'est un réseau transverse également. Donc, c'est pas un réseau, c'est un réseau d'entreprises qui est membre de TOGAP et d'autres méta-réseaux comme l'Observatoire de la mixité, qui est d'ailleurs aussi membre de TOGAP. Et du coup, le fonctionnement est assez similaire. J'ai pas en tête de réseaux verticaux. Est-ce que vous voulez préciser ce que vous entendez par réseau vertical? Le risque que l'on a toujours quand on fait un réseau dans une entreprise, c'est que pour faire monter les femmes au niveau des COMEX, des conseils d'administration, enfin d'abord du COMEX puis conseil d'administration, c'est toujours plus difficile puisqu'on a toujours la hiérarchie, on a toujours aussi les demandes d'augmentation de salaire, les demandes de promotion, et de temps en temps, il faut passer évidemment la main dans le dos de celui qui peut-être dira oui. Et donc, c'est un tout petit peu plus compliqué, me semble-t-il, tout en sachant l'intérêt de ce réseau que vous créez par entreprise. Et donc, je me disais qu'on aurait peut-être dû discuter, c'est pour ça que la CFDT m'allait bien, parce que c'est bien un réseau transversal. Et c'est vrai que vous nous avez beaucoup aidé sur le retour de congé de maternité, parce que c'est vous qui avez dit, quand on rentre de congé de maternité, eh ben, il faut penser à augmenter les femmes, d'autant les augmentations collectives et individuelles qui ont existé pendant leur absence. Donc, je voudrais d'abord vous remercier et vous dire tout l'intérêt, justement, qu'on a à regarder des réseaux qu'on n'appelle pas verticaux, mais transversaux. Et donc, je voulais savoir s'il y avait des positions là-dessus, tout en sachant qu'on a besoin des deux, j'ai bien compris. Mais ce que vous voulez dire, c'est les réseaux qui sont rattachés à une direction d'entreprise, oui. Hiérarchiquement en quelque oui. sorte, versus des associations ou des syndicats qui ont par essence plus un rôle de contre-pouvoir, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'au moment où vous voulez prendre la décision, comme De Gap le dit, c'est quoi l'ADN de De Gap? C'est la mixité a du sens dès lors que la prise de décision est mixte. Et comment on fait pour prendre une décision quand on est soi-même dans prenons la BNP Paribas, dont on connaît bien le président, c'est un peu compliqué pour lui d'écouter le réseau qui est le propre réseau qui finance à l'intérieur. Mais je dis BNP, SNCF pareil, Total pareil. Donc c'est pour ça qu'on a créé des réseaux transversaux dans l'idée d'amener les femmes prendre les décisions dans ce qu'on a appelé la mixité pour De Gap, c'est la prise de décision mixte. Oui, mais enfin, moi, je vous rejoins sans doute parce que ce qui empêche que des réseaux d'entreprises peuvent amener effectivement des idées, de la créativité autour d'un certain nombre de problématiques, c'est vite limité, forcément, puisque surtout si c'est animé par la direction de l'entreprise, à un moment, il y a certains sujets qui viendront pas sur la table et qui seront pas portés. Et donc, voilà. Mais néanmoins, enfin, je pense qu'il peut y avoir des apports en idée, comme vous disiez tout à l'heure, sur des sujets peut-être moins lourds que les augmentations générales de salaire ou que l'égalité sur les postes de direction, vous voyez, où là ça tend tout de suite plus les discussions. Là, on va passer le micro parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que ce qui est intéressant aussi, effectivement, il y a deux modèles très différents. Pour le coup, je prêchais pour ma paroisse. L'intérêt d'un modèle aussi vertical, comme vous l'appelez, c'est les moyens qui sont donnés par l'entreprise pour pouvoir déployer des ateliers, des sensibilisations, des conférences, etc. Et du coup, ça peut aussi avoir son intérêt d'avoir ces moyens-là, ce qui peut être plus compliqué quand on est vraiment sous forme associative de contre-pouvoir, etc. Oui. Oui, tout à fait. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire. Allez-y, je vous en prie. Oui, pour revenir dans un monde qui n'est pas totalement le monde de l'entreprise, mais pour revenir dans le monde du secteur public et plus particulièrement de la fonction publique, nous avons nous aussi bien sûr une forme de négociation collective, mais nous avons de par des textes qui ont été adoptés relativement récemment, 2019, une obligation de discuter de plans égalité ministère par ministère.
Or, c'est un domaine où, quand le réseau ministériel existe, et il y en a maintenant pratiquement dans tous les ministères, je crois qu'il n'y a plus que l'agriculture qui n'en a pas, forcément, il y a des contacts, des recoupements, des mouvements parallèles, au minimum, entre les organisations syndicales et le réseau ministériel. Donc, je voulais interroger, puisque c'est la CFDT qui est présente, sur votre vision de la manière dont ça peut se passer idéalement, sur des complémentarités. Bien sûr, il y a des présences structurelles dans certains comités, mais néanmoins, le réseau ministériel a forcément aussi des choses à dire. Oui, je pense qu'il... Alors, moi, je parle pour la CFDT, hein, donc je ne m'engagerai pas pour toutes les organisations syndicales, évidemment. Mais évidemment qu'on a discuté avec nos interlocuteurs, qui soient des directions d'entreprise ou l'encadrement de la fonction publique. Évidemment que ce qu'on observe souvent, c'est que ceux qui s'engagent sur ces thématiques dans les entreprises, comme dans les fonctions publiques, c'est des gens qui sont déjà un petit peu convaincus du sujet, assez souvent. Et que donc, avec eux, on peut essayer de construire et d'avancer. Alors, je ne peux pas vous dire autrement que oui, il faut qu'on discute. Oui, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Idéalement, par de la négociation. Si on n'y arrive pas, ça sera des plans d'action unilatéraux. Mais oui, évidemment, c'est un sujet de dialogue social absolument vital, y compris dans les fonctions publiques. Il y a un peu de travail à faire dans les fonctions publiques. Je me permets juste de revenir sur la remarque de Madame tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai pas réussi à attraper le micro plus tôt. L'association BNP Paribas Mixity est une association. Et donc, contrairement à ce que vous avez avancé, en fait, elle n'est pas financée par la direction du groupe BNP Paribas. Je voulais juste... donc, elle est complètement libre d'expression. Financielle, pas intérêt, je crois. Moi, je vous propose qu'on passe à la question suivante. Si on a encore, il nous reste encore un petit peu de temps, donc je vous propose qu'on prenne la question suivante. Juste un petit mot. Oui, je voulais la question des réseaux internes entreprises ou des réseaux transversaux comme TOGAP par exemple. C'est vrai que les réseaux un peu transversaux ont un peu ce rôle du tiers, c'est-à-dire la personne qui est un peu en dehors et qui peut dire des choses. Mais dans le monde privé, et j'ai beaucoup travaillé avec Béatrice Lestic, c'est pas du tout la même chose que dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a quand même un assez grand mur entre le dialogue social d'un côté, avec ses règles qui sont quand même très imposées, compliquées, normées, et puis les réseaux. Et je me demande, et je voulais vous demander votre avis, est-ce qu'on peut pas imaginer que nous, TOGAP, qui ayons justement ce rôle un peu du tiers au-dessus des réseaux, si je puis dire, on pourrait pas proposer qu'il y ait tous les ans dans les réseaux une invitation de l'équipe des partenaires sociaux qui négocie l'accord égalité et par ailleurs les DRH qui négocient l'index. Parce que ce n'est pas les mêmes gens. On a d'un côté l'index et on sait que du coup, il y a quelques limites à cet index. De l'autre, le dialogue social avec le plan unilatéral de l'employeur s'il n'y a pas d'accord. Et ce serait, je pense, très intéressant pour les réseaux d'avoir, vous, votre expérience du dialogue social et d'autre part, pour vous, dialogue social, de voir comment nous, les réseaux, nous jouons. Et ça, je pense qu'on peut peut-être le formaliser au moins au début par l'idée que au moins une fois par an, on regarde ensemble. Oui. Moi, Bien sûr. Brigitte, je peux répondre qu'au nom de la CFDT, mais pour la CFDT, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci. Oui, bon, je voulais juste un peu clarifier parce qu'en fait, tu parles d'Interrel. En fait, je crois que c'est vraiment comme une fusée à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'on a déjà le réseau qu'on crée dans l'entreprise et qui est vraiment un réseau hors hiérarchie, certes, qui ne dépend pas de la direction, mais qui est vraiment force de proposition, qui est un espace de libre parole, qui peut échanger avec les représentants du personnel selon en effet les différents sujets, mais qui n'est pas en charge du plan égalité, par exemple, de l'entreprise, mais qui peut être un conseiller, disons, un moteur et vigie et aiguillon. Et puis après, il y a une deuxième étape de la fusée qui sont de la création de collectifs. Quand nous avons créé nous avons créé
le réseau chez IBM. Au bout de 2-3 ans, on a dit, bah, tiens, on tourne un peu à l'interne dans l'entreprise. On a eu envie d'aller voir à l'extérieur ce qui se passait dans notre secteur. Et du coup, on a créé le cercle Interrel, même démarche pour Financiel. Et aujourd'hui, on est à TOGAP. Ce qui est intéressant, c'est de voir la multiplication de ces collectifs qui fait qu'on garde notre identité en tant que réseau. On représente le secteur, par exemple, de la santé, ou on représente tel ou tel secteur. On agit sur notre terrain. Donc, on a cette expertise-là. Mais après, on la met au profit, justement, des autres parce qu'on ne veut pas réinventer la roue. Donc, je pense que là, il y a une sorte de confusion sur le vertical, transversal ou autre. Et puis aussi, je voudrais revenir sur la question disons, de la liberté du réseau. En fait, alors peut-être dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, le réseau est finalement libre, je dirais, de proposer, d'agir. Mais il est clair qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des budgets et du coup, le réseau cherche des financements auprès des sponsors. En fait, c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a certaines entreprises qui nomment une personne présidente du réseau. Ça ne veut pas dire qu'il y a une sorte d'affiliation. Moi, je connais, que ce soit toi, Anne-Sophie, je connais la présidente du réseau chez IBM, elle n'est absolument pas dépendante de la direction. Mais il est clair qu'on a quelqu'un qui est salarié, qui peut être salarié, et ça, c'est un avantage qu'a le réseau. Excuse-moi, merci Eric, pour ces précisions, Catherine. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, je vois une main qui se lève. Oui, bonjour. Juste pour rebondir sur la transversalité et la verticalité. Donc, Valérie Moraglia, secrétaire de Mixity, donc de chez BNP Paribas. Et effectivement, je voudrais juste souligner un grand avantage de la transversalité, c'est que parmi, par exemple, tous les membres du board de Mixity, on est de toutes les entités de BNP Paribas. Et donc, ça permet de voir s'il y a certaines inégalités ou certains soucis dans un département. C'est justement pas une personne du département qui va aller pouvoir aider, appuyer et voir parler au niveau RH groupe. Et donc, il y a cette liberté, entraide. Et je dirais, c'est un peu le même principe. C'est pour ça qu'on est complètement complémentaires avec les syndicats. C'est pas le syndicat d'une entité, c'est vraiment Mixity sur tout BNP Paribas. Donc, ça offre de réels avantages, cette transversalité. Et deuxième point à souligner, qui a été souligné tout à l'heure, on est association loi de 1901. Donc, on n'est pas un département de BNP Paribas. On est vraiment une association et c'est à ce titre qu'on participe aussi à TOGAP. Donc, je voudrais vraiment souligner cette complémentarité et cette transversalité. Et c'est d'ailleurs un avantage qu'on souligne. On ne parle pas du tout de verticalité, même si on est un réseau qui prône la mixité au sein d'une entreprise. Merci pour cet éclairage. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment des formes très différentes des différents réseaux, différents rattachements, différentes formes juridiques. Et c'était pour ça que c'était intéressant aussi d'avoir ce débat-là. Merci pour cet éclairage. Il reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Oui, bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Je suis une ancienne journaliste et j'ai beaucoup étudié les réseaux féminins des grands groupes depuis une vingtaine d'années. Et ce que je voulais dire entre la complémentarité entre le réseau féminin d'un grand groupe comme SNCF au féminin, parce que c'est celui-là que je veux parler, et le syndicalisme, c'est que SNCF au féminin était un des premiers réseaux qui a très peu de temps été que pour les cadres, qui a très vite ouvert à tout le monde, à tous les niveaux de l'entreprise. Et il y a eu une chose qui a permis cette ouverture, c'est la question des uniformes, qui avait totalement, je crois, échappé, enfin des uniformes, pas des uniformes, des vêtements de protection pour certains métiers, pour se protéger. Il n'y avait que des vêtements d'hommes. Et ça, le syndicalisme ne l'avait pas adressé, probablement parce qu'il y avait les biais genrés dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est par le réseau SNCF au féminin que les vêtements de protection, les équipements de protection ont pu être adaptés à des corps féminins. Donc voilà, donc il y a vraiment quand même une complémentarité entre les deux. Et voilà, c'était ce que je voulais raconter. Merci Anne-Cécile. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui, moi je suis d'une entreprise privée, je représente les femmes chefs d'entreprise et à un moment dans ma vie, j'ai été au Conseil économique de la région Île-de-France et j'étais très surprise
que les syndicats salariés soient paritaires, alors que nous, dans les syndicats patronaux, je faisais office de la seule femme ou presque. Et je me suis dit qu'on avait quand même beaucoup de choses à apprendre. Dans le schéma des associations et de l'organisation et des regroupements et des propositions, je me suis rendu compte que finalement, on était souvent proches entre femmes plutôt qu'entre groupes paritaires. Et ça même, bon, voilà, je voulais juste vous faire part de ça, parce que j'ai été agréablement surprise, en fait. Merci pour ça. Effectivement, c'est une question que je vous ai posée, Daniel Cabor et Béatrice Lestic, de savoir quelle était la parité dans vos organisations syndicales. La commission exécutive, qui est l'organe de direction de la CFDT, elle est strictement paritaire, 5 hommes, 5 femmes. Et le bureau national, qui pourrait être assimilé à un conseil d'administration, est strictement paritaire aussi. Alors, les délégués du personnel, effectivement, c'est totalement paritaire aussi. Par contre, les responsables sont essentiellement masculins. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention.